Musique, Frédéric Huttman. Bonjour Frédéric Huttman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir Raquel Camarena. Bonjour. Bonjour Frédéric. Alors je vous reçois à l'occasion des représentations qui sont données dans le Grand Théâtre de Genève. Alors je ne sais pas si on dit opéra, opérita de Astor Piazzolla. C'est toute la question. Maria. Lui il disait opérita. Maria. Et pourquoi opérita? Je sais pas, je pense que parfois il y a une certaine pudeur, non, de s'affronter à un genre grand comme l'opéra. Et puis c'est vrai qu'à l'origine, Maria de Buenos Aires, c'était plus un format oratorio plutôt qu'un opéra avec du théâtre. Donc peut-être ça joue. Alors vous incarnez le rôle titre, un personnage avec un destin à double face en quelque sorte. Un peu un destin tragique, mais en même temps, bon, on en a beaucoup parlé de ça, mais à la fois Maria, c'est pas un personnage dont le destin est la mort. On n'est pas dans Carmen. C'est plutôt une femme qui va traverser la mort et l'expérience de la mort pour devenir une ombre, pour après pouvoir renaître et dans son cas plutôt donner la vie à une autre femme qui est peut-être elle-même. Bon, là on est vraiment dans la symbolique que Ferrer et Piazzolla ont voulu de cette Maria qui incarne à la fois la ville de Buenos Aires et le tango. Et donc on raconte aussi un peu l'histoire du tango avec ce tango ancien qui doit mourir pour que le tango nuevo puisse émerger et naître des cendres du tango. Alors Ferrer, c'est l'auteur du livret qui était uruguayen. Tout à fait. Et donc les deux se sont retrouvés pour créer cette œuvre en 1967-68. Et je crois que ça a été un total insuccès à l'époque. Je pense que ça s'est très mal passé à l'époque. Ce qui n'est pas le cas pour nous, là, tout de suite au Grand Théâtre, donc on est très contents. Oui, j'ai entendu dire que ça se passait très bien. Il faut dire que en plus, c'est une œuvre moi, que j'ai jamais eu le bonheur d'écouter sur scène. C'est une œuvre très rare. C'est pas si souvent donné, mais en même temps, c'est une œuvre très riche, justement de par tout son caractère surréaliste, symboliste. Moi, c'est un livret qui me passionne et que j'adore justement analyser et réanalyser à la lumière d'une mise en scène particulière. Donc c'est une œuvre qui gagne à être fréquentée pendant longtemps. Est-ce que vous aviez travaillé déjà avec le chef d'orchestre Facundo Alors non, c'est que des belles rencontres, cette production. Je connaissais pas Facundo, je connaissais pas non plus Daniele Finzi-Pasca. Mes collègues aussi, Inés Cuello qui est avec moi sur scène. Enfin, tous les acteurs, actrices et acrobates de la compagnie Finzi-Pasca, c'était des belles rencontres. Mais au niveau vocal, vous n'êtes que des femmes, alors qu'il y a un rôle normalement qui devrait être incarné. Alors oui, il y a eu ce choix donc de faire un casting exclusivement féminin pour les solistes, et donc le rôle qui normalement est pour un chanteur, pour un ténor, qui est à la fois la voix du payador ou le porteño gorrión, enfin disons l'homme, le chanteur qui incarne tous ces hommes, a été donné à Inés Cuello, sublime chanteuse de tango, et le rôle de narrateur, donc du duende, a été dédoublé avec les actrices Melissa Vettori et Béatrice Sayat. Voilà, c'était un choix assez fort de donner ces rôles à des femmes, et je pense que ça permet aussi d'avoir une patte acoustique assez particulière où on a toutes ces voix qui à la fois se ressemblent parce que voix féminines, mais qui sont très différentes. Et moi, j'apprécie beaucoup. Et alors, vocalement, c'est une musique qui est difficile Le défi, il est surtout dans le fait que le rôle a été créé par Amélie Tabaltar, qui était une chanteuse de cabaret. Donc, vocalement, je pense qu'il est plus légitime de l'interpréter avec justement une voix issue de ce type de chant, donc une voix poitrinée dans le grave. Et donc le défi, il est plutôt là. Après, c'est une musique assez accessible et très entraînante,
Et donc ça pose pas de problème, au contraire. Enfin, c'est très réjouissant de chanter ce rôle. Alors aujourd'hui, Astor Piazzolla, c'est une grande popularité, mais c'est quand même quelqu'un qui a incarné justement un musicien entre deux eaux. Enfin, il a étudié d'abord avec un élève de Rachmaninov quand sa famille a immigré à New York. Après, il a étudié avec Nadia Boulanger. C'est elle, en quelque sorte, qui lui a peut-être aidé à trouver sa voix. Donc il est entre classicisme et musique populaire. Oui, c'est un peu particulier parce que Piazzolla, finalement, justement, en ayant grandi à New York, en ayant été au contact du jazz, il a cette envie justement que le tango ait aussi ce même chemin qu'a pu avoir le jazz, de passer d'une musique de danse à une musique de concert. Et c'est ça qu'il veut un peu faire avec le tango nuevo, c'est, disons, sortir le tango des milongas et des salles de bal. Et le mettre sur scène pour que ce soit une musique à écouter. Et puis finalement, il rencontre Nadia Boulanger à qui il présente des pièces où elle lui dit mais c'est quoi la musique que tu as l'habitude d'écrire, et il lui montre des tangos, elle dit mais c'est là qu'il faut chercher. Et donc lui, il y a une espèce de melting pot de tous ces genres, et ça s'entend dans sa musique, ça s'entend, les nouvelles harmonies, les nouvelles instrumentations. Et c'est ça aussi qui fait cette richesse dans Ballet de Buenos Aires. Alors justement, l'instrumentation, puisqu'il y a un personnage essentiel, c'est le bandoneon, auquel était très lié Astor Piazzolla. Et puis, il y a une orchestration, je crois, avec des guitares électriques. Oui, alors un orchestre à cordes. Là, ils ont un peu fait un arrangement pour un plus grand orchestre, parce que normalement, c'est un orchestre assez réduit. Là, on est dans une grande salle et ça se justifiait aussi d'avoir cet arrangement pour plus grand orchestre. Il y a une pièce arrangée pour quatuor de guitare qui sont sur scène, ce qui donne un timbre assez particulier aussi et très intéressant. Et le bandoneon, effectivement, c'est un personnage central dans l'histoire parce que c'est le bandoneon qui tue Maria. Bon, là encore, on peut s'épancher sur toute la symbolique de le bandoneon qui représente cette musique et qui provoque la perdition de Maria. Et donc, pour ce moment-là, nous avons le bandoneon qui monte sur scène et qui est très mis en lumière, justement, de la même façon qu'il est mis en lumière dans la musique de Piazzolla aussi. Alors, Raquel, vous partagez votre itinéraire musical entre l'opéra et la mélodie. Moi, je vous ai, et avec bonheur, écouté beaucoup en récital, notamment avec Johan Héro. Comment ça se passe au niveau cuisine quand vous incarnez cette Maria de Buenos Aires? Comment ça se passe au niveau des délais? On vous a dit quand que vous deviez interpréter ce rôle, et comment ça se passe après? Alors, c'est un projet qui, pour moi, dure déjà depuis pas mal de temps, parce que j'ai passé l'audition pour le rôle en 2021. Donc oui, tout début 2021, donc ça fait presque 3 ans maintenant, et je pense que j'ai su que j'allais interpréter Maria, ça fait bien 2 ans. Après, le travail, bon, il se fait petit à petit. De toute façon, Maria, là, c'est une prise de rôle, mais il y avait déjà des extraits que j'aviez déjà chanté, que je connaissais déjà. Donc, il y a toute une préparation, non pas seulement de la partition. Finalement, la préparation de la partition, elle n'a pas été aussi anticipée que ça. Enfin, je l'ai préparée au cours de 2023. Mais il y a eu une préparation, justement, d'analyse du texte, d'immersion aussi dans la culture la culture du tango n'est pas ma culture, même si j'apprécie beaucoup, mais je connais pas spécialement, j'ai jamais été en Argentine. Alors du coup, il m'a fallu aussi du temps pour lire des ouvrages en rapport, pour voir un peu qu'est-ce que c'est que cette ambiance, écouter beaucoup de musique aussi argentine pour me nourrir de ça, travailler l'accent argentin, parce que je parle un peu espagnol, mais l'accent argentin, c'est encore autre chose. Là, vous l'avez travaillé avec qui? Avec un coach ou... J'ai travaillé à la fois... c'était un mix de tout. Donc à la fois avec des gens qui m'ont aidé, à la fois en écoutant déjà la version
suite à la création d'Amelita Baltar, mais aussi l'enregistrement avec Julia Zenko. J'ai beaucoup écouté Inès aussi pour avoir une idée de ce qu'était sa voix, de ce qu'était son accent, pour créer Inès, aussi Inès Coelho, pardon, qui chante le payador, et aussi pour qu'il y ait une certaine homogénéité sur le plateau. Donc c'est un mix de beaucoup de choses, et puis sur place évidemment avec l'aide de Facundo Agudin et aussi d'Inès Coelho, on a travaillé tout ça. Donc c'est un travail finalement qui se fait sur plusieurs années, et puis pour la vocalité, c'est vrai que je suis allée aussi puiser dans mon expérience et culture du fado, parce que c'est un type de vocalité qui peut ressembler, et donc finalement si on commence un peu à chercher, on va voir des racines de ce travail un peu partout depuis de longues années. Oui, mais justement, parce que pour vous avoir écouté en récital où vous interprétez, vous pouvez interpréter dans le même concert du Schumann ou du Debussy, et puis un fado avec, pour nous, la même aisance. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais pour nous, on a l'impression de la même aisance dans tous les répertoires, ce qui n'est pas évident, parce qu'il y a beaucoup de chanteurs qui peuvent se restreindre, entre guillemets, au répertoire classique ou romantique, et qui ont le plus grand mal à aborder un répertoire plus populaire. Vous avez l'impression que vous avez le même bonheur Alors, j'ai en tout cas la même quantité de bonheur. Je ne sais pas si c'est le même bonheur, mais la même quantité. Et par rapport à l'aisance, c'est pareil. Je ne sais pas si j'ai la même aisance, mais je me sens bien dans ces registres-là. Et j'aime beaucoup justement cette juxtaposition de styles différents. Après, c'est aussi un peu un calcul savant de savoir qu'est-ce qui peut être mélangé. Tout ne peut pas être mélangé. Et voilà, enfin, je peux pas chanter le duo de l'Acmé après avoir chanté un fado. C'est pas, enfin, en tout cas, ce sera le duo de l'Acmé souffrira un petit peu. Enfin, c'est aussi un peu l'expérience et justement les essais qui me permettent de savoir qu'est-ce qui peut aller ensemble et qu'est-ce qui peut être enchaîné sans que vocalement ce soit trop compliqué, et voilà, mais qu'en même temps soit un peu surprenant au niveau des enchaînements. Mais c'est bien écrit pour la voix, cet opéra Ah oui, oui. C'est bien écrit pour la voix, ça reste dans l'oreille, dans ce sens-là, du coup c'est facile à apprendre parce qu'on n'a que du bonheur à l'apprendre, et c'est très réjouissant. Oui. Alors les musiciens avec lesquels vous jouez, il y a des musiciens de la Haute École de musique oui. de Genève, avec des pupitres dont on connaît certains noms, Oui. des chefs de pupitre, notamment Sergei Ostrovski, je crois qu'il y a Ophélie Gaillard Oui, aussi. Tout à fait, oui. Donc vous retrouvez des musiciens que vous connaissez peut-être Oui. par ailleurs. Donc il y a un mélange, justement, bandoneon, un mélange populaire et puis musicien Oui. plus traditionnel. Et ça, l'équilibre vocal, ça aussi, ça s'est trouvé facilement avec, Bon, là, finalement, l'équilibre vocal n'est pas trop de notre ressort dans la mesure où c'est de la musique amplifiée. Donc nous sommes tous amplifiés, et c'est un équilibre qui se fait par l'ingénieur son et qui se fait dans la salle. Et ça, pour moi aussi, c'était un défi parce que je n'ai pas l'habitude de la musique amplifiée. J'ai l'habitude d'être en contrôle de tous les paramètres de ma voix. Et là, c'est plus complexe que ça. Donc aussi, les retours qu'on a sur scène ne sont pas forcément le son qu'on a dans la salle. Donc il faut aussi lâcher prise, faire confiance, et puis on a beaucoup d'oreilles pendant les répétitions dans la salle aussi, et voilà, et c'est quelque chose qui du coup ça relève d'un autre corps de métier. Et cette Maria, alors vous l'avez cernée au fil des répétitions et au fil des représentations, ou alors ça reste toujours un personnage mystérieux pour vous, comme Mélisande ou d'autres? Je crois que justement, je fais beaucoup le parallèle avec Péléas, parce que il y a quelque chose de curieux que j'ai trouvé pendant mes recherches sur le texte. Parce qu'il est beaucoup question, il y a beaucoup de références religieuses dans ce texte. Déjà, le concept de la Trinité avec Maria, qui est à la fois la ville et le tango et la personne de Maria. Et donc, il est beaucoup question dans ce livret du mystère. On en parle beaucoup. Maria, elle dit qu'elle a un mystère qui grimpe dans sa voix. Et donc, j'ai un peu cherché qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire, ce mystère. Est-ce que c'était un genre musical? Est-ce que c'était... Et puis finalement, la réponse qui m'a été la
plus parlante, c'est la définition du mystère dans la religion chrétienne. Donc, non pas quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, mais quelque chose qu'on n'a jamais fini de comprendre. Et dans ce sens, ça me ramène beaucoup à Maeterlinck et à ce Péléas que on a beau le lire, le relire, le chanter, le rechanter, on n'a jamais fini de tout comprendre. Et dans Maria, c'est peut-être ça aussi, parce que j'ai créé un chemin et j'ai cerné la Maria de cette mise en scène de Daniele Finzi-Pasca telle qu'on l'a conçue et tel qu'on l'interprète, mais il y a encore 1000 autres possibilités pour la comprendre, et je pense que c'est ça qui est très intéressant dans l'ouvrage, de justement de prendre l'interprétation de quelqu'un et en même temps de revenir à la maison avec la tête pleine d'idées et de nouvelles réflexions. Et vous parlez de Mélisande, mais on connaît votre amour de Debussy quand même. Oui, voilà. La mélodie. C'est sûr. Ça se ramène souvent à Debussy. Oui, je reviens souvent à Debussy, c'est vrai. Et donc là, on est dans le mystère aussi. Et oui. donc pour vous, c'est une prise de rôle. Enfin, c'était une prise de rôle puisque les représentations ont commencé déjà depuis plusieurs jours. Mais pour le chef d'orchestre, Facundo Agudin, et pour le metteur en scène, je crois que oui aussi. Je crois que Facundo ne l'avait jamais dirigé. Alors bon, il le connaît bien, mais qu'il ne l'avait jamais vraiment dirigé. Et Daniele, oui, aussi, c'est sa première mise en scène de Maria de Buenos Aires. Je ne sais pas à quel point c'est facile de faire plusieurs mises en scène d'un même ouvrage, mais il faudrait lui demander. Avec des chanteurs différents, peut-être, oui, une scénographie différente aussi. Mais... Et ce grand théâtre de Genève, c'était la première fois que... C'est aussi une prise de théâtre, du coup. Pour moi, non, c'est la première fois que je chantais au grand théâtre, et c'est un grand, grand bonheur. C'est une très belle salle, et à la fois toute une équipe très, très amicale, une grande famille, et ça, j'adore dans ce travail. Oui. Et alors, on va s'éloigner un temps de cette Maria de Buenos Aires pour rejoindre la mélodie, justement, et puis évoquer votre dernier disque aux côtés de Johan Hérault, Life Story. Alors là, mais on n'est pas si éloigné, parce qu'on est aussi entre romantisme, classicisme et mélodie populaire. Et donc ça, c'est un art que vous pratiquez depuis un moment déjà. Oui, comme je disais, c'est un éclectisme qui me plaît beaucoup, justement parce que je trouve que les uns enrichissent les autres, et tous les styles musicaux se nourrissent, et on peut toujours trouver des ponts. Enfin, l'histoire de la musique, elle n'est pas... Voilà, enfin, je veux dire, Debussy, il arrive aussi dans la lignée de beaucoup d'autres compositeurs, et nourri de ça, et peut-être qu'on peut aussi nourrir la musique de Debussy différemment si on le met à côté de Leonard Cohen, donc pourquoi pas. Je trouve ça particulièrement intéressant, et c'est quelque chose qu'on cultive un peu justement dans le travail avec Johan. Alors, le programme de ces représentations est particulièrement riche, et il y a des choses que j'ignorais totalement. D'ailleurs, j'ignorais la plupart des choses. C'est les liens de Borges avec... justement Piazzolla, et il y a eu des conflits, enfin c'est incroyable, parce que Piazzolla aujourd'hui pour nous c'est presque un classique, enfin il incarne oui, mais il était assez décrié mais oui, à on a son peine époque. à imaginer qu'à l'époque ça n'ait pas eu de succès, alors qu'aujourd'hui Bon, après il y a toujours ce clivage un peu entre les puristes et ceux qui veulent apporter quelque chose de nouveau, et peut-être que c'était là le nœud. Le nœud, oui. Et donc, le livret aussi de Horacio Ferrer, lui aussi, est vraiment riche et intéressant. On a l'impression que c'est fait partie de ces livrets, justement, qui créent des mythes. Oui, complètement. Justement, avec tous ces symboles, et puis parfois des symboles détournés. Il y a des références à la fois très fortes, des références religieuses très fortes, et à la fois des références argotiques aussi du lonfardo. Il y a des mots empruntés. Le lonfardo, c'est l'argot de Buenos Aires. Et donc des mots empruntés, des mots inventés, tout simplement. Des nouveaux mots créés qui expriment quelque chose qui finalement on aurait du mal à traduire, ou alors il faut beaucoup de mots pour traduire ce seul mot.
Ça, c'est très, très riche. Alors vous parliez du fait que vous avez dû travailler l'accent argentin. L'espagnol, c'est une langue dans laquelle vous chantez parfois ou... Oui, je chante parfois en espagnol. J'ai jamais étudié l'espagnol. Mais bon, de par la proximité avec le portugais, Mais c'est pas un faux ami, justement. Il peut y avoir des faux amis, mais bon, au bout d'un moment, étant lusophone et en parlant français, et en parlant italien, et en parlant espagnol, au bout d'un moment, ça crée une espèce de masse de langues latines communes. Donc, ce qui était très rigolo à voir dans cette production aussi, parce que donc, les deux actrices qui jouent le duende sont brésiliennes. Inès, donc, elle est argentine. Les acrobates sont italiens et uruguayens et brésiliens. Donc, il y avait un mélange de portugais, espagnol, italien et français en répétition, où on passait d'une langue à l'autre, où on mélangeait toutes les langues. Et curieusement, personne parlait anglais, ce qui serait peut-être la seule langue commune pour tous, mais on est resté dans ce magma de langue latine, et c'était très curieux et un grand bonheur finalement. Mais alors vous, parce que je vous ai entendu chanter en tellement de langues, et particulièrement en français, qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous comme langue quand vous chantez? Comme langue? À chanter. Bon, j'ai beaucoup travaillé pour le disque Chopin, justement, où on fait l'intégrale des mélodies de Chopin en polonais. Ça, c'était un grand travail. Et évidemment, je ne parle pas polonais. Et, enfin, je sais dire trois mots, les trois mots essentiels des mélodies, c'est-à-dire cœur, printemps, amour, et tristesse et fleuve. Mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, mais bon, si on va à Varsovie et qu'on veut visiter, c'est pas forcément les plus utiles. Ça peut être ambigu. Oui, ça peut très vite générer des malentendus. Mais voilà, donc ça, c'était très difficile de par l'accent. Il y avait des sons que j'avais jamais pratiqués dans ma vie. Et donc, j'ai dû entraîner des muscles qui n'étaient pas habitués à prononcer ces sons. Donc ça, c'était un peu complexe. Après, il y a des langues qui sont très complexes, comme le finnois, mais qui finalement, à chanter, sont très évidentes parce que sont très phonétiques. Voilà, alors que le sens me reste complètement hermétique. Mais j'aime bien ces défis, j'aime beaucoup les langues et j'aime voir aussi les liens qui existent entre les langues, qui viennent de très très loin et qu'on ne se rend pas forcément, mais que comme ça, en étudiant, l'autre jour avec mes collègues, on se faisait des séances de fou rire en parlant d'un mot qui veut dire le même mot existe dans le portugais du Portugal, le portugais du Brésil, l'espagnol d'Argentine, l'espagnol d'Espagne, mais en fait pas du tout avec le même sens, et c'était très curieux de voir ça et amusant. Enfin, je pense que c'est une richesse infinie. Mais il y a quand même, on a l'impression qu'il y a un tel plaisir pour vous quand même à vous retrouver sur une scène d'opéra avec d'autres gens, parce qu'il y a la rigueur, enfin il y a la rigueur dans l'opéra, mais la mélodie, c'est quand même un art où vous êtes toute seule avec le ou la pianiste. Bonheur d'interpréter, mais enfin, c'est quand même... Oui, je me sens très chanceuse de pouvoir faire les deux. Parce qu'il y a, justement, comme vous dites, une rigueur dans ce travail de longue haleine qu'est la mélodie ou le lead, où il y a des cycles là, pour revenir à Life Story. Frauenliebe und Leben, c'est un cycle que je chante depuis 20 ans et qui a vécu avec moi en même temps que moi je vivais ma vie et que je comprenais ces textes de façon différente, plus complexe, ou tout d'un coup il y avait un texte que je comprenais pas et qui finalement me paraissait évident. Donc il y a cette expérience du travail à long terme, du travail du détail, que finalement dans un opéra, surtout, bon, il y a des interprètes qui ont des rôles qui les accompagnent toute leur vie, et c'est une autre question. Mais dans un opéra, finalement, c'est un travail très intense sur une relativement courte période de temps. Là, j'ai rencontré toute l'équipe le 17 septembre. Oui, alors que les représentations ont commencé fin octobre. Voilà, donc en un mois et demi, il faut
s'approprier cette vision commune de l'œuvre, même si chacun a déjà sa vision qu'il apporte le premier jour de répétition, mais il faut se créer cette vision commune, il faut aussi cerner nos collègues, savoir comment interagir avec eux, comment créer finalement quelque chose ensemble alors qu'on ne se connaît pas. Et ça relève d'autres défis. Et c'est un travail qui me plaît beaucoup aussi parce que l'opéra, bon, c'est l'œuvre d'art totale avec le jeu d'acteurs. Surtout que vous avez commencé à être comédienne quand même. Oui, j'ai commencé par le théâtre, donc c'est quelque chose qui me passionne. Les costumes, les décors, les lumières, tous les corps de métier. Là, sur le plateau, nous avons des circassiens juste époustouflants. Tout ça, c'est passionnant. Oui. Et je suis très chanceuse de pouvoir toucher à ces deux univers. Oui, puis il y a quand même le metteur en scène, Daniele Finzi, Pascal. Donc, il y a la mise en scène, le metteur en scène vous impose ou vous propose des directions, alors que si vous êtes toute seule dans la mélodie, c'est vous qui êtes obligé de choisir. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Oui. Quand on est tout seul, il faut tout assumer. Et puis quand on n'est pas tout seul, il faut aussi composer avec les visions des uns et des autres, et notamment la vision du metteur en scène. Mais c'est aussi un chouette défi de se dire, bon, moi j'avais mon interprétation, et peut-être que le metteur en scène a une autre interprétation, et comment moi, du coup, je peux me mettre au service de cette vision, sans pour autant renier ma vision des choses. Bon, après... dans le travail avec Daniel, et c'était aussi, on avait des dialogues, il ne s'agit pas d'avoir une vision dictatorielle de la mise en scène, c'est pas ça. Mais oui, c'est aussi un chouette défi de devoir composer avec ce que propose. Et puis finalement, la musique, c'est que ça. Quand on joue ensemble, il faut toujours composer avec les gens qui sont avec nous sur scène. Mais c'est pas pareil quand on est dans le cadre d'un opéra, que vous avez beaucoup chanté, où vous avez l'habitude. Là, c'est une prise de rôle, c'est un opéra. C'est un opéra que vous aviez écouté avant J'avais écouté des extraits. Je l'avais pas écouté en entier avant donc la proposition pour le faire. J'étais émerveillée de le découvrir. Et peut-être que c'est plus simple justement de composer avec les différentes visions quand on est encore assez vierge d'interprétation. Après, une fois qu'on commence à bien définir et à bien cerner le personnage, c'est parfois difficile de prendre de la distance. Mais c'est aussi ça comme exercice que je fais justement dans tout le répertoire de mélodie, c'est que je prends un cycle avec lequel je vis depuis de nombreuses années, et au fur et à mesure je me rends compte que ma vision peut changer, c'est pas figé dans le temps. C'est aussi pour ça que Fischer Dieskau, il a enregistré je sais pas combien de Winterreise, et ils ont tous quelque chose de particulier à dire. Vous, votre Gérald Moore, c'est Johan Hérault, Camarigna, et avec lequel vous avez déjà enregistré un certain nombre de disques. Vous parliez de Chopin, oui. Puis il y avait des disques aussi de mélodie française, et puis il y a Life Story. Oui. Il est trop tôt pour parler d'autres projets de mélodie ou alors, il y a toujours des projets de mélodie, mais là, je ne sais pas, lesquels seront les prochains. Prochainement, je vais avoir un projet de mélodie, non pas avec Johan Hérault, mais avec le Quatuor Zaïd, où on fait un tour de figure féminine. Alors. Voilà, où on fait donc tout un concert avec des arrangements pour Quatuor à cordes qu'on fait à Ankara en Turquie. Donc ça, c'est une nouvelle collaboration qui me réjouit beaucoup. Oui, parce que les œuvres pour soprano et quatuor, on pense au deuxième quatuor de Schoenberg, où il n'y a pas grand-chose. Il y a Respighi, mais là, ce sont des arrangements. Alors. Mais là, du coup, oui, ce sont des arrangements de Fauré, de Debussy. Quatuor à cordes, c'est très différent de chanter avec un pianiste ou une pianiste. Oui, c'est différent parce que, mine de rien, il y a tout de suite une dimension orchestrale qui se met en place avec le quatuor à cordes. Donc, c'est à la fois on garde la dimension intimiste de la musique de chambre, mais tout de suite avec un son décuplé. Donc non, ça me réjouit beaucoup cette nouvelle collaboration avec le Quatuor Zaïd.
En attendant tous ces projets, il y a actuellement donc au Grand Théâtre de Genève, Maria de Buenos Aires, cet opéra opérita, œuvre de Astor Piazzolla et de Horacio Ferrer, donc une œuvre qui avait été créée en 68, Oui. et puis c'est quand même une grande chance de pouvoir l'écouter en live parce que les occasions sont quand même assez rares. Raquel Camaragna, il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon Merci à invité. vous, Frédéric. Pour illustrer cet entretien avec la soprano Raquel Camarigna, je vous propose de l'écouter interpréter des mélodies de Frédéric Chopin dont il a été question au long de cet entretien, puisqu'elle n'a pas enregistré l'œuvre d'Astor Piazzolla dont il était question. Nous l'écoutons aux côtés du pianiste Johan Hérault. Bonne soirée, bonne écoute de ces œuvres magnifiques. Wszystkie czasy
Nie przez chłopcy czarną lecisz tu po
Ani ludzkiej ręki pusta leży